Bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste éditeur et soldat du Christ. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la fameuse histoire de France par François Asselineau. Vous savez que j'ai fait partie de l'UPR au tout début, en 2007. J'ai assisté au premier congrès fondateur de l'UPR en mars 2007, et j'ai rapidement vu que François Asselineau n'avait pas les épaules pour diriger la France et la sortir du carcan non seulement européiste, mais aussi de libre frontière et de marxisme culturel et marxisme en général, dans laquelle elle baignait et dans laquelle elle se noyait. Donc j'ai quitté l'UPR assez rapidement, au bout de 6 mois, et je n'ai pas eu droit donc, à cette conférence qu'il a commencé à diffuser à partir de 2008-2009. Et là je vais vous diffuser donc, la version de 2010, qui était un peu plus étoffée, disons, qui avait bien travaillé, et donc je vais vous la commenter, parce qu'on dit, et moi-même j'avais dit chez Tepa en 2014 que les conférences de François Asselineau étaient d'une grande qualité, que c'était un grand conférencier, etc. En fait, je n'avais moi-même que très peu vu ces conférences, j'en avais vu des extraits, et là, en regardant en entier la conférence de 3 heures, de plus de 3 heures, sur l'histoire de France, et ayant creusé l'histoire de France depuis, je me rends compte qu'en fait, c'est pas d'une grande qualité, il y a beaucoup d'impasses, il y a beaucoup de mensonges, et il y a cette idéologie anti-européiste qui met à toutes les sauces et qui lui fait voir la réalité, comme toutes les idéologies, à travers un miroir déformant, voilà, qui lui fait dire des bêtises. Alors je vais vous en donner la substantifique moelle, parce qu'évidemment je ne vais pas vous passer les 3 heures de vidéo pour les commenter, la vidéo durerait 10 heures, mais je vais prendre des extraits. Je dis ça à ceux de l'UPR qui viendraient commenter ici, qui me diraient « Ah, t'as pas fait un travail !» Ça va, on va rester sur des proportions. J'avais fait ça déjà pour Saïm Laibi, donc c'est bon. Chaque 5 minutes, ça devenait un quart d'heure ou 20 minutes. Donc une conférence de 2 heures, j'avais pris plusieurs mois. Donc non, je ne vais pas faire ça avec Asselineau, mais je vais vous donner donc les parties essentielles et je vais vous les commenter. Voilà. Alors là, par exemple, on va commencer avec la comparaison Vercingétorix-Jean Moulin. Et qui, d'après les spécialistes, est très probablement le meilleur portrait que l'on puisse avoir du Vercingétorix. Cet homme qui a 28 ans, mais qui en paraît pratiquement 60, qui est émacié, qui a dû souffrir 1000 souffrances dans les geôles de l'Empire romain, en attendant le triomphe de César. Et puis au bout de 6 ans, il a été décapité ou étranglé, on ne sait pas exactement la suite des événements. Là aussi, avançons de 2000 ans, je me suis permis de mettre en regard la photo de Jean Moulin. Voilà. Donc, il fait donc cette comparaison, on se dit, tiens, pourquoi pas, Vercingétorix c'était un grand héros, donc si on a vu la conférence, on y croit encore plus. Mais en fait, c'est un contresens historique, puisque ça voudrait dire que les nazis de l'époque ont gagné. Et que la France, donc, est le fruit du nazisme de l'époque. Donc, les Romains qui ont structuré la France, et en ont fait une grande puissance, qu'elle n'était pas sous la Gaule, n'ont rien à voir avec les nazis. Et ils ont fait... Enfin, ou alors, soit on pense comme Asselineau, on pense qu'en effet, donc, la France, c'est le fruit d'une force nazie de l'époque, aussi détestable que le nazisme, et donc il faut détester la France. Vous voyez, cette comparaison elle se retourne contre Asselineau qui prétend défendre la France et être patriote. C'est mal tombé. Donc je vais souvent vous parler de mon livre « L'histoire chrétienne de la France », puisque d'une part je suis le seul à en parler pour l'instant, voilà, aucun média, ni personne sur internet pour l'instant n'en parle. Évidemment ça dérange beaucoup d'idéologies, puisque j'y ai une lecture protestante de l'histoire de France, et ça c'est pas très commun. Donc je vous renvoie, si ça vous intéresse, à mon livre « L'histoire chrétienne de la France », et donc dans cette histoire chrétienne de la France, qui n'est qu'en vente que sur Amazon, malheureusement, c'est comme ça, j'explique bien que, bah oui, nous devons prendre comme modèle le vainqueur et non pas le vaincu. Vercingétorix, aussi brillant était-il, fut-il, il était vaincu. Donc moi j'explique dans le livre, non, si on veut être patriote, on prend pour exemple le vainqueur. Et donc la France n'existant pas à cette époque, il n'y a aucun problème à prendre César comme modèle, et non pas Vercingétorix. Donc s'il fallait comparer, ce serait plutôt
De Gaulle avec César. Voilà. Même si la comparaison n'est pas raison non plus, puisque De Gaulle libérait le pays alors que César l'occupait, donc voilà, pour les comparaisons, là, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais voilà, on a des grands conquérants dans l'histoire de France. On pourrait comparer César à Charlemagne, par exemple. Voilà. Ça, c'est pas un problème. Ben non, Asselineau, il compare Vercingétorix et Jean Moulin. Bon. Ça n'a rien à voir. Ensuite, donc on prend pas... Voilà, la pensée défaitiste, c'est prendre le perdant comme modèle. Ensuite, il a le prisme déformant anti-Union européenne, comme je le disais, et ça va revenir tout au long de sa conférence, puisque, voilà ce qu'il dit, je cite François Asselineau, « Un empire, ce n'est pas gentil, un empire, ça ne veut pas d'alliés ni d'égaux. Un empire, ça veut asservir ceux qui lui cèdent. » Je n'ai pas noté la minute où c'était, mais donc ça n'a rien à voir avec la France gallo-romaine. Je pense... J'espère qu'on sera d'accord là-dessus, puisque la France gallo-romaine s'est construite grâce et avec le concours de l'Empire romain. Bon. Et à la 29e minute, François Asselineau, donc un peu après, François Asselineau démontre lui-même que sa comparaison n'a aucun sens, parce que ça ne le dérange pas, vous allez voir, de se contredire à peu de choses. Il va citer Mitterrand à un moment, comme le méchant pétainiste, et puis après il va en dire du bien. Ah bon. Donc... voilà, cette comparaison n'a aucun sens puisque Asselineau dit lui-même que ceux qui ont collaboré avec les Romains ont profité pendant 5 siècles de cette collaboration. Alors qu'en 40, ça durait que 4 ans, a priori. Donc c'est bien que la première n'était pas une collaboration, puisque c'est devenu le pays. Ensuite, alors je vais vous passer un extrait à la 24e minute, où là, il s'appuie sur un faux pour démontrer sa thèse, donc c'est à la 24e minute. Je mettrai le lien là en description de la vidéo, si vous voulez vous-même vérifier, parce qu'il y a des choses très visuelles dans cette conférence. Et donc, à la 24e minute, voilà, à 24:02 exactement, donc je passe un peu avant 23:55. À la fois temporel et spirituel sur le monde connu, c'est-à-dire sur l'Europe. Voilà, à partir de maintenant. En 315, Constantin, donc qui va transférer sa capitale à Constantinople, en réalité aurait présenté, enfin c'est un faux historique, mais enfin la légende veut que l'empereur Constantin ait transféré au pape Sylvestre son pouvoir sur l'Occident, la primauté sur les églises d'Orient et l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir impérial, au pape Sylvestre. Ça, c'est un petit détail de l'histoire, mais qui est d'une très grande importance, c'est ce qu'on appelle la pseudo-donation de Constantin. Pourquoi est-ce que c'est d'une très grande importance? C'est une invention qui remonte au Moyen-Âge, ça n'a pas été... Mais parce que ça témoigne d'un phénomène qui est d'une très grande importance dans l'histoire de l'Europe. Voilà, il va partir sur cette théorie, donc, vous l'avez bien entendu, il s'appuie sur un faux pour démontrer sa thèse. Bon, c'est une invention, dit-il lui-même, du Moyen-Âge. Alors là, on se demande vraiment quelle mouche l'a piqué. Alors, je vais vous passer un autre extrait ensuite, à 26 minutes et 14 secondes. Dans laquelle ils pourraient maintenir leur pouvoir. De fait, le pape, qui était auparavant un esclave, le chef des chrétiens, va se fondre dans la titulature de l'empereur. Il va se faire appeler souverain pontife. Le Pontifex Maximus, c'est le fabricant de ponts. C'était un des titres de l'empereur romain. Et donc le pape va s'installer dans les palais laissés vides par les empereurs de Rome et va reprendre leur titre. Avec évidemment ce qui se cache derrière, c'est que le pape va prétendre avoir une souveraineté à la fois spirituelle et temporelle sur l'Europe occidentale, en particulier sur la France. En particulier sur la France. Bon. Donc, voilà, je voulais vous passer les 2 extraits parce qu'il continue sa démonstration, mais c'est faux. Donc c'est basé sur un faux, il le reconnaît, c'est inventé au Moyen-Âge. Bon. Et alors, c'est un faux forgé au Moyen-Âge pour justifier, a posteriori, que le pape détenait en fait le pouvoir temporel dès le IVe siècle, et non pas à partir du XIe siècle. Or, on le sait, quand on a regardé mes vidéos, qu'on a lu mon livre, justement, que c'est à partir de Grégoire VII, en 1085, et son Dictatus Papae, que cette appropriation a lieu. Pas avant. Donc si c'est un faux, c'est bien qu'il y a une raison.
Mais ça, non, ça ne le dérange pas. Et par ailleurs, il n'y a pas de pape avant Léon Ier, au 5e siècle. Ça n'existe pas. Il n'y a que des évêques qui sont à égalité entre eux. Il n'y a pas un évêque qui domine sur les autres. Ça n'arrive qu'avec Léon Ier. C'est pour ça que les protestants, on ne reconnaît plus les conciles catholiques à partir de 451, qui est le dernier concile qu'on reconnaît. Le concile de Chalcédoine, vous pouvez vérifier. Léon Ier, c'est juste après, et il commence à dire maintenant je suis le pape. C'est lui qui édicte ça en premier. Donc, je vous passe un autre extrait. Alors cette fois, c'est de 3705 pour ceux qui veulent suivre, à 3730. C'est le 25 décembre 800, une date fatidique, le jour de Noël, une date très connue des historiens. Le pape Léon III couronne Charlemagne à Saint-Pierre de Rome, et donc il y a une espèce de partage entre Charlemagne, qui va donc être le représentant de l'empire temporel, et le pape, qui va être le représentant de l'empire spirituel. Voilà. Donc ça, c'est pas le cas. Enfin, si, pardon, c'est le cas, mais il vient de se contredire. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc le pape, représentant du spirituel, et Charlemagne, représentant du temporel. Voilà. Donc il vient de se contredire, puisqu'il a dit que 4 siècles avant, le pape, c'était le temporel et le spirituel. Donc, franchement, c'est pas une conférence de haute qualité, ça. Donc ensuite, il va sauter Charles Martel. Pas un mot sur Charles Martel. Ah bon? Bah oui, parce que après, il va démontrer que c'est bien d'avoir une alliance avec les musulmans, avec les Ottomans, à partir de François Ier. Pas très objectif, mais voilà, il veut pas se mettre les musulmans à dos, et donc on parle pas de Charles Martel. Voilà, c'est ça l'histoire selon François Asselineau. Super. Donc moi j'appelle ça une manipulation d'un collabo. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est facile de se dire oui, moi je suis proche de De Gaulle. Et De Gaulle, il n'était pas islamophile. C'est loin d'être le cas. Il disait si on ne fait rien, mon petit village de Colombey, les 2 églises, va devenir Colombey, les 2 mosquées. Okay. Ça, vous n'entendrez jamais Asselineau dire ça. Alors, il ne reconnaît donc pas, avec la bataille de Poitiers, l'une des plus belles victoires de l'histoire de France, la plus importante, parce que Hitler lui-même l'avait reconnu, en disant si Charles Martel avait perdu contre les musulmans, l'Europe serait devenue musulmane et ça aurait été beaucoup mieux. Hitler se réjouissait, ou plutôt était triste de la victoire de Charles Martel. Voilà. Donc c'était vraiment important, parce qu'en effet, s'il n'y avait pas eu cette victoire, l'Europe serait devenue musulmane. C'est énorme, et pas simplement une partie de l'Espagne. Voilà. Et après, il va louer donc cette alliance. C'est une des principales victoires d'indépendance de notre pays. Donc pour un patriote, on peut pas faire... normalement, on pourrait faire la moitié d'une conférence sur l'histoire de France dessus, si on était obsédé par l'indépendance, etc. Parce que c'est une des principales victoires de notre pays, pour notre indépendance. Parce que si la France était musulmane, autant vous dire, comme l'a été l'Espagne pendant 8 siècles, ça aurait plus été la France. Non. Mais... à contrario, donc non seulement il ne parle pas de ça, mais il va louer une alliance contre nature avec l'islam par la suite, et on verra dans quelles conditions François Ier a été obligé de faire cette alliance, puisque c'était tellement un nul qu'il a raté toutes les occasions de faire de la France une grande puissance, donc en dernier recours, il a fait cette alliance contre nature avec l'islam, mais c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Bon. Donc, et d'ailleurs, il a fait cette alliance avec un empire ottoman, donc Asselineau qui fustige les empires aurait dû fustiger aussi cette alliance. Bon, ça n'a aucun sens. Alors, 48e minute. La lignée royale française est choisie parce qu'elle refuse la soumission au Saint-Empire romain germanique. Comme on est en plein Moyen-Âge, les rois capétiens adoptent eux aussi une héraldique céleste différente de celle du Saint-Empire romain germanique pour justifier l'indépendance de la France. Le lys, symbole de la Vierge Marie, va envahir peu à peu, à la fin du 1er millénaire, et surtout au début du 2e millénaire, les couronnes, les monuments publics. Donc là, écoutez bien, parce que ça va revenir par la suite de manière opposée. Donc Asselineau nous dit, la France est souveraine, d'accord ? La nouvelle lignée royale française est choisie parce qu'elle refuse la soumission au Saint-Empire romain germanique,
Et le lys, symbole de la Vierge Marie, va envahir peu à peu, à la fin du premier millénaire, les couronnes et les monuments publics. Donc c'est le symbole de la souveraineté. Mais c'est pas grave, à la fin, donc à partir de la Révolution française, il inversera le truc et il dira maintenant, le symbole de la souveraineté française, c'est quand il n'y a plus les lys et les symboles d'or, etc., parce que c'est le contraire, parce qu'il veut en revenir à son idéologie anti-européiste pour absolument démontrer que les étoiles d'or européennes sont le symbole de la soumission de la France, ce qui n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. Donc, par ailleurs, donc il dit que la France s'est construite contre l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, mais il oublie évidemment de dire, à mon avis consciemment, parce qu'il est parfaitement au courant de tout ça, que en fait François Ier a échoué à obtenir le Saint-Empire romain germanique, parce qu'il était nul, et donc il a perdu contre un gamin de 4 ans, son cadet, Charles Quint, qui venait à peine d'arriver sur le trône, là, et quasiment il tétait encore le sein de sa mère, et il lui a pris le Saint-Empire romain germanique qui lui était destiné, parce que François Ier était un nul. Il n'a pas réussi à convaincre les grands électeurs. J'ai rappelé ça dans une autre vidéo, donc il y avait une négociation pour les obtenir, et en plus on s'est endetté, mais François Ier a été suffisamment stupide pour les payer uniquement en cash, alors que Charles Quint, mieux conseillé sans doute, il les a payés la moitié en cash et l'autre moitié en lettres de créance, qui ne pouvaient toucher que si Charles Quint obtenait le Saint-Empire. C'est ce qui s'est passé, puisque les autres avaient plus d'intérêt à donner le Saint-Empire, à voter pour Charles Quint, puisque comme ça, ils pourraient toucher le reste des lettres de créance, alors qu'avec François Ier, ils avaient déjà tout touché. Bon. Donc, voilà, la France aurait été un empire, et ça aurait été très bien. Je ne vois pas pourquoi, là, on était encerclé par le Saint-Empire romain germanique, en haut, en bas et un peu partout, alors qu'avec le Saint-Empire romain germanique, c'est nous qui encerclions tout le monde. L'Angleterre en haut, au nord, et l'Espagne au sud. Bon. Donc, François Ier essaiera de s'approprier le Saint-Empire romain germanique en 1519, il échouera face à Charles Quint, je vous relis ce que j'avais noté. Sinon, la France et le Saint-Empire romain germanique n'auraient fait qu'un, et la France aurait été un empire comme sous Charlemagne et comme sous Napoléon. Voilà. Donc cette histoire d'empire qui est mal, c'est la puissance, donc je vois pas pourquoi, mais lui, voilà, il est dans l'idéologie, là, il y a un empire qui est l'empire américain, avec son grand complot, vous allez voir, ça, c'est ce qui m'a énervé tout de suite aussi chez Asselineau, c'est que dès que je lui parlais des faits, ah non, il préférait les complots. Bon, c'est fatigant. Alors Internet, ça l'intéressait pas, en 2007, je parle. Il dit non, ça sert à rien, nous, on vise TF1. Ah bon. Mais les grands complots, ça l'intéresse. Bon, voilà, vous avez cerné la psychologie d'Asselineau, c'est pour ça que j'en suis parti. Alors, autre extrait, plus court, 48 minutes et 26 secondes. Ah bah c'est là. Et le dernier point, que ce soit dans le Saint-Empire ou en France, les symboles d'or sur fond bleu seront définitivement assimilés à la souveraineté céleste, celle qui s'impose au peuple. Voilà, donc la monarchie française est un empire qui s'est imposé au peuple français selon Asselineau. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est parce qu'il est dans l'idéologie, donc comme je vous le dis, il veut démontrer que forcément les étoiles d'or, là, ou les trucs d'or, c'est l'Empire. Alors on passe à 55 et 50 secondes. Saint-Louis va moraliser la vie publique et va protéger les faibles. Alors ça c'est... Quand on connaît un peu l'histoire de Saint-Louis, on rigole. Ah bon, il va moraliser... Alors donc les Juifs n'étaient pas des faibles, non. Il les a fait massacrer, il leur a fait mettre une rouelle qui est l'ancêtre de l'étoile jaune, sur modèle des musulmans et sur conseil du pape. Voilà, c'est quand il aurait pu le rappeler. Non, pour François Asselineau, non, il va protéger les faibles et moraliser la vie publique. Il aurait pu dire au moins à l'exception des Juifs, je sais pas, je dis pas que le royaume de France se résumait aux Juifs, mais enfin, on sait très bien que c'était un des rois les plus antisémites, et c'est pour ça qu'il est adoré par une certaine frange de l'extrême droite aujourd'hui. Ben ça, Asselineau, non. Alors là, il aime pas quand on le traite d'extrême droite, et là, il rejoint les positions de la pire extrême droite. Alors, faudrait savoir. Et on pourrait parler aussi de la soumission de Saint-Louis à un souverain étranger, puisque le pape, donc non seulement lui donnait des ordres, alors il lui a donné des ordres pour aller à la croisade, bon, en tout cas la première croisade où Saint-Louis est allé, la deuxième c'était de son propre chef, mais les deux étaient un échec. Ça je vous renvoie à ma vidéo plus de 1000 ans de relations entre l'église catholique et la France.
Mais non seulement donc il s'est soumis au pape pour les croisades, il s'est soumis au pape pour la rouelle, et il s'est soumis au pape pour les impôts, qui étaient prélevés massivement en France, sous Saint-Louis. Mais ça, non, ça ne dérange pas François Asselineau. Il a moralisé la vie publique. Ah bon. Ensuite, extrait de 1h08 et 50 secondes. Et qui est élu à la tête du Saint-Empire romain germanique, qui est une structure féodale qui vient au-dessus d'un certain nombre de ces États et d'autres, eh bien c'est Charles Quint, qui est non seulement l'héritier de la famille de Habsbourg, mais qui devient de surcroît l'empereur du Saint-Empire romain germanique le 28 juin 1519. Il a 19 ans. La grande lutte entre François Ier et Charles Quint, ce sont des gens qui ont 19 ans. 19 ans, 20 ans, 22, 21 ans. Donc Charles Quint est à la tête de cette espèce d'énorme conglomérat politique de l'Europe occidentale. Et comme vous le voyez avec cette carte que j'ai bâtie pour vous, où on fait se superposer les différentes possessions de Charles Quint et les endroits où il a le pouvoir, vous voyez qu'il y a un pays qui est très mal à l'aise. C'est effectivement la France. La France qui d'un seul coup se sent encerclée. Elle se sent encerclée pourquoi ? Elle se sent encerclée parce que par ailleurs, Henri VIII, le roi d'Angleterre, fait alliance avec Charles Quint. François Ier avait tout fait pour que ça ne soit pas le cas. Vous avez peut-être entendu parler de l'entrevue du camp du Drap d'Or. François Ier avait mis les petits plats dans les grands pour essayer de s'amadouer Henri VIII. Eh bien non, Henri VIII d'Angleterre décide de faire alliance avec Charles Quint. Et donc, le résultat de ça, c'est que François Ier est complètement encerclé. Alors, avant de vous passer la suite, donc là c'est de la manipulation vraiment de bas étage, de haut niveau comme vous préférez. Donc, là il nous dit pas pourquoi, donc comme je viens de vous l'expliquer, François Ier a perdu le Saint-Empire romain germanique. C'était une fatalité apparemment. Ben non, c'est parce que François Ier était un nul, et parce qu'il le voulait lui le Saint-Empire. Comme il était nul, c'est Charles Quint qui l'a obtenu. Ensuite, le camp du Drap d'Or, là, je sais pas quoi, avec Henri VIII, il ne vous parle pas de l'humiliation que François Ier a infligée au roi d'Angleterre lors de ces négociations, et qui ont fait basculer les négociations. Il avait mis les petits plats dans les grands, vous dit Asselineau, c'est un menteur. Certes, il avait mis les petits plats dans les grands, mais ensuite, il l'a humilié à la lutte, devant tout le monde, comme il faisait 2 mètres et que l'autre n'était pas aussi grand, il l'a humilié, au lieu de le laisser gagner ou je sais pas quoi, là il l'a envoyé à la lutte, donc il maîtrisait bien cet art, puis il était beaucoup plus grand et plus fort, donc il l'a envoyé tellement, il l'a humilié tellement en public que l'autre a dit « mais moi je ferai jamais d'alliance avec toi », parce que c'était quelqu'un de très orgueilleux, le roi, tous les rois sont très orgueilleux généralement. Donc François Ier était tellement nul là aussi qu'on a perdu l'alliance avec l'Angleterre. Et donc, oui, on s'est retrouvé encerclé, oui, merci François Asselineau. Donc s'il n'explique pas pourquoi, après, mais voyez pourquoi il n'explique pas pourquoi. C'est parce qu'il veut justifier ensuite qu'on n'avait pas le choix de faire l'alliance avec les musulmans. Voilà, c'est ça François Asselineau, il vous ment éperdument, comme il vous mentait à la même époque, 2010-2011, en disant non, mais la plupart des attentats ne sont pas le fait des musulmans en France, c'est l'extrême droite, l'extrême gauche, tout ce qu'on veut, les régionalistes, mais pas les musulmans. Ah non, jamais les musulmans. Ah bon. Ouais, on a vu ce qu'il en était. Voilà. Donc, c'est ça François Asselineau. C'est pour ça que j'ai quitté l'UPR. Moi, j'ai vu tout ça de très loin. Donc, alors, je continue l'extrait, pour que vous écoutiez comment il va justifier justement cette alliance. L'alliance, c'est l'aveu d'échec. L'alliance avec les musulmans, c'est parce qu'il a perdu partout ailleurs. Voilà. Donc, il s'allie, ouais, il n'a plus le choix. Voilà. Il est pris. Donc, cette alliance, en fait, c'est un échec de la France. Évidemment, on ne peut pas porter ça comme une gloire ou une fierté. Ce serait honteux. Peut-être que la France va disparaître, encore une fois, dans une espèce d'empire européen. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça rappelle quoi d'ailleurs ? Ça rappelle l'alliance de Pétain avec les nazis. Là, justement, il aurait pu le dire. Mais non, ça lui vient pas à l'esprit. Parce que la France, ayant perdu la bataille, elle n'a peut-être pas d'autre choix que de faire cette collaboration. Ça, c'est l'avis des pétainistes. Et vous voyez déjà à quel niveau, moi je ne partage pas du tout cet avis d'ailleurs.
Je pense que De Gaulle avait raison, qu'il fallait continuer de se battre, puisqu'on maintenait l'honneur et la gloire. Mais vous voyez, Asselineau ne défendrait jamais, évidemment, le choix de Pétain. Eh bien, c'était pourtant ce qu'il défend pour François Ier. Voilà. Je vois aucune différence. La possibilité qui reste à François Ier, c'est de trouver une alliance de revers. Il va la trouver d'abord avec des princes protestants, puisque le protestantisme se développe la même année, à partir de 1519, avec les thèses de Luther, donc qui vont affaiblir de l'intérieur les possessions de Charles Quint. Et donc François Ier, tout en étant le roi très chrétien, c'est sa titulature officielle, tout en étant un catholique, va faire alliance avec les princes protestants, parce que c'est ce qui affaiblit de l'intérieur son ennemi, Charles Quint. Mais ça ne suffit pas, et François Ier regarde quelles sont les autres alliances qu'il peut faire. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une seule qui s'impose, c'est Soliman le Magnifique, c'est-à-dire l'héritier de l'Empire ottoman, le sultan de Constantinople, celui qui a battu et qui a détruit l'Empire byzantin en 1453 par Mohamed II. Donc Soliman est le descendant de Mohamed II. Voilà. Donc là, vous avez compris la manipulation. Donc, le protestantisme, c'est intéressant, mais ça a affaibli les ennemis de la France. Donc ça a renforcé la France. Donc tous ceux qui disent « Non, le protestantisme a affaibli la France », non, c'est faux. Et ça l'aurait beaucoup plus renforcé encore si les papistes n'avaient pas massacré massivement les protestants et les avaient fait fuir chez les ennemis pour les renforcer eux. Voilà. Donc ça, cette accusation comme quoi le protestantisme a affaibli la France, c'est le contraire. Ensuite, il ne parle pas de la bataille de Lépante, voilà, à laquelle n'a pas participé la France, justement pour ne pas affaiblir son allié turc. Voilà. Et alors là, Asselineau ne trouve pas que la France aurait dû lutter contre l'Empire, là. Ottoman en l'occurrence, non, ça ne le dérange pas, là, quand l'Empire est ottoman, non, on peut ne pas lutter contre, vous voyez, et être toujours fier de soi. Donc ça n'a aucun sens, cette idée de lutter contre les empires. Déjà, il y a des empires un peu partout, il n'y a pas que les États-Unis, si on se projette aujourd'hui, il y a la Chine, c'est en train de devenir un empire, avec toutes les néocolonisations, là, notamment en Afrique. Donc c'est pas juste la Chine en Chine. Et donc ils ont une stratégie de puissance avec la route de la soie et compagnie. Est-ce que vous avez déjà entendu François Asselineau en parler ? Il indique à juste titre que la France est indépendante temporellement et spirituellement, donc du pape, ce qui explique que tant de rois se soient fait excommunier. Donc ça, je vous passe pas les extraits, il y revient souvent. Donc il y a quand même des choses vraies dans sa conférence, heureusement. Mais il n'aura pas un mot sur les massacres de protestants par François Ier ou tous ses successeurs jusqu'à Louis XIV et Louis XV. Pas un mot. Louis XIV, c'est un grand roi pour Asselineau parce que, et j'y reviendrai dans une future vidéo que je ferai sur l'histoire de France selon Bainville, il a cité Bainville dans sa conférence, positivement. Et Bainville ne parle pas non plus, quand il en parle vaguement, c'est pour les justifier, des massacres de protestants, ou carrément il n'en parle pas sous Louis XIV. Donc on voit l'influence là de Bainville, qui était pas de gauche, ni de droite d'ailleurs, il était plutôt royaliste et d'extrême droite, me semble, Action française à vérifier. Et donc Asselineau, une fois de plus, se retrouve dans ce truc-là. Donc c'est n'importe quoi. Pas un mot sur les massacres de protestants. C'était des Français, hein, Asselineau. Ensuite, il va critiquer, à juste titre, le roi nullissime qui était Louis XV, mais toujours sans parler de la persécution des protestants. Ensuite, je vais vous passer à 1h42 et 40 secondes. On avance. Parce que Asselineau adore les conférences fleuves comme ça. Hein. Moi, j'avais assisté à une de ces conférences chez Serge Ayoub, là-bas, au local. Elle avait duré 5 heures, franchement. Et donc, au bout de 2 heures, j'étais parti, j'en avais marre. Les gens, après, m'ont raconté la suite. 5 heures de conférence. L'un des héritiers putatifs de la couronne, et le prince de Condé, qui est l'un des très grands princes du sang, quitte la France dès le 17 juillet 1789 pour aller chercher aide et renfort auprès des étrangers contre le peuple français. Et ce qu'il est important aussi... Ah, donc là, donc c'est une critique. Hein. Mais qu'a fait De Gaulle ? Il n'a pas fait la même chose ? Parce qu'à l'époque, le peuple français, il était, quand on citait Henri Amouroux, 40 millions de pétainistes. Hein. Donc De Gaulle est allé à l'étranger chercher le soutien de l'Empire.
C'est ça que Asselineau, alors là, les fils se touchent, là, c'est la dissonance cognitive, hein, parce que De Gaulle est allé chercher le soutien de l'Empire, en plus, l'Empire anglo-saxon, donc américano-anglais. Et oui, les alliés. Alors ça, comment il explique Asselineau? Alors c'est mal, mais non, parce que comme c'est pas conséquent, sa vision de l'histoire, il se contredit tout le temps. Ensuite, à 1h43 et 58 secondes... Et d'ailleurs, on va le voir dans la suite des événements, dont l'ensemble des peuples du monde attend justement qu'ils réagissent. C'est le peuple français qui a imposé sa liberté à l'Europe et qui a ultérieurement inspiré les autres peuples d'Europe. Hein, c'est comme ça que ça s'est passé, et ce n'est pas l'inverse. Et si, perdu. Donc ça, c'est fatigant quand même de la part de quelqu'un qui est censé connaître l'histoire, et qui, j'en suis sûr, la connaît bien mieux que moi en plus. Donc là, il vous ment. Il ment effrontément. Alors, le génocide de Vendée, ça a été une inspiration. Alors certes, voilà, on peut lui donner raison sur le génocide de Vendée. Voilà, ça a été une inspiration après pour le reste de l'Europe. D'abord Lénine, hein, en URSS, et puis, dans l'URSS, oui, et puis Hitler, voilà, qui se sont ouvertement inspirés, ou Napoléon, si vous voulez. Voilà, Napoléon a inspiré aussi Hitler, qui est venu, selon la couverture du livre de Claude Ribble, hein, Le crime de Napoléon, qui est venu rendre hommage à notre empereur, un dictateur. Donc ça, oui, on a inspiré l'Europe, mais pas pour des bonnes choses. Par contre, tout ce qui est déclaration des droits de l'homme, démocratie, etc., ça venait bien avant, en Angleterre. 17e siècle en Angleterre, et même la Révolution américaine a commencé, la déclaration américaine d'indépendance date de 1776, c'est-à-dire 13 ans avant 1789. Donc c'est n'importe quoi. Donc là, Asselineau, bouffé de patriotisme qui l'aveugle, là c'est plus du nationalisme. Vous voyez, le patriotisme, c'est la vérité. Le nationalisme, c'est quand on commence à se croire supérieur aux autres, même quand c'est pas le cas. Bon, non. Ensuite, à 1h51 et 53 secondes. Il n'y a plus les fleurs de lys d'or. Ça veut dire que la souveraineté n'est plus céleste. Désormais, c'est une souveraineté qui est la souveraineté de la nation, la souveraineté du peuple français, et c'est successivement la droite et la gauche qui concourent pour essayer d'obtenir la souveraineté et la conduite des affaires. C'est ça que veut dire ce drapeau admirable qui d'ailleurs va faire le tour du monde, comme vous le savez, c'est très probablement... Il ne s'arrête jamais de parler. Donc c'est le drapeau français, bleu, blanc, rouge, qui vous montre. Et donc il vous dit, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a plus les fleurs de lys et ces symboles héraldiques dorés, etc. Donc c'est la preuve que la France, les Français prennent leur souveraineté. Mais il venait de dire exactement l'inverse une heure avant. C'est fatigant. Ensuite, extrait 1h57 et 45 secondes. Tout est soldat pour vous combattre. S'ils tombent, nos jeunes héros, la France en produit de nouveaux. C'est ça que ça veut dire, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Le sang impur de la Marseillaise n'a rien à voir avec une théorie xénophobe ou raciale. D'ailleurs, ça n'existait pas à l'époque. Ah ouais. Eh ben si, Reynald Secher, l'historien, l'a bien démontré avec le génocide de Vendée, qui est un génocide. Donc on s'en prenait, les armées révolutionnaires, les colonnes infernales s'en prenaient à la race des Vendéens. Donc c'est pour ça qu'on peut appeler ça un génocide. Et par ailleurs, la race, ça existait bien avant 1789. Si on parle de la race juive, c'était les antisémites qui parlaient comme ça, et les antisémites ont précédé de beaucoup le terme lui-même, antisémite. On les appelait pas les judéophobes d'ailleurs, on les appelait les anti-juifs en général, ou mais on a parlé de Saint-Louis par exemple, parce qu'il a oublié de mentionner Asselineau. Donc voilà, les théories raciales, elles précèdent de beaucoup Rouget de Lille. Et puis, je suis désolé, mais la Marseillaise, qu'un sang impur, faudrait creuser. Est-ce que effectivement c'était une notion raciale ou pas, j'en sais rien. Sa démonstration a l'air convaincante là-dessus, mais c'est faux quand il dit que les théories raciales n'existaient pas à l'époque. Alors ensuite, c'est à 2h05. Quelques années après, les prophéties, les analyses d'Eugène de Beauharnais se vont vérifier. En 1814, donc,
Napoléon perd le pouvoir, vous savez qu'il reviendra brièvement en 1815 pour les 100 jours, mais enfin, disons qu'il perdrait vraiment le pouvoir en 1814, et à ce moment-là, les États européens décident d'imposer aux Français le retour des Bourbons. Et comment se font-ils à cette époque? Eh bien, Frédéric Guillaume III, le roi de Prusse, vient à Paris, et la monnaie de Paris frappe une pièce, qui est celle d'ici, qu'on appelle un ange de paix, avec marqué « Gallia Redita Europe », la France rendue à l'Europe. François Ier, empereur d'Autriche, qui vient également à Paris avec ses troupes, on lui fait la même pièce, « Gallia Redita Europe », la France rendue à l'Europe. Et puis pour le pacificateur de l'Europe, le tsar Alexandre Ier de toutes les Russies, « Gallia Redita Europe », la France rendue à l'Europe. C'est-à-dire que la France, battue par les troupes coalisées, qui vont venir réimposer les Bourbons que les Français avaient chassés à la Révolution, ceci est on en porte témoignage dans ces médailles sous l'intitulé « Que la France est rendue à l'Europe ». Comme du temps de Dante contre Philippe le Bel, vous vous rappelez, comme lors de l'attaque des armées coalisées contre la France révolutionnaire, l'Europe est ainsi toujours un principe réactionnaire. Toujours dans notre histoire, invoquer la nécessité d'aligner la France sur le reste de l'Europe, ça a toujours été historiquement le moyen de réprimer la volonté française de liberté politique et sociale et d'indépendance nationale. Voilà, donc ça c'est la thèse de François Asselineau dans le texte, mais c'est n'importe quoi une fois de plus. Donc il venait de condamner quelques minutes avant Napoléon pour avoir créé un empire, hein, et donc quand Napoléon perd face aux autres nations européennes, ces autres nations européennes se coalisent pour empêcher l'empire de renaître. Donc Asselineau devrait applaudir. Non, il condamne parce que par idéologie, tout ce qui est européen par définition est mauvais. Ah bon. Napoléon, c'était le choix du peuple français, parce qu'il dit ils remettent en place les Bourbons que n'avaient pas voulu les Français. Napoléon, il avait fait un coup d'État, Asselineau. Donc c'était pas le choix des Français non plus. Et puis, donc c'est le contraire de ce que dit Asselineau. Quand il dit que les Français avaient viré la monarchie aussi, c'était pas tous les Français, il y avait de nombreux monarchistes, royalistes à l'époque, ils étaient même majoritaires. Donc, c'est des exagérations, c'est des approximations, et ça en devient des fake news. Ensuite, il n'aura pas un mot sur la monarchie de Juillet, qui était quand même fondamentale dans l'histoire de France, mais non, Guizot, tout ça enrichissez-vous, non, ça n'existe pas. C'est là où la France a commencé à relever la tête, et ensuite, le Second Empire, là où la France s'est vraiment développée, économiquement notamment, non, ça, François Asselineau, il n'en parle pas. Bon, c'est son droit aussi, hein, sa conférence fait déjà 3 heures. Alors ensuite, il va parler donc de la Troisième République, il va défendre, ça merci. Donc là, il passe de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein, pas de problème. Encore que, voilà, cette extrême gauche, elle était raciste, donc... Et donc, à 2h22 et 53 secondes, voilà ce qu'il va dire. Une conception, comment dirais-je, quasi-monarchique de la présidence de la République, et où il a été battu. La Troisième République est ce qui a contribué à forger la France contemporaine, avec des acquis tout à fait considérables. Hein. Jules Ferry, originaire des Vosges, qui, le 16 juin 1881, institue l'enseignement primaire gratuit, qui est une révolution. Hein. Le 29 mars 1882, c'est l'enseignement primaire obligatoire pour les garçons et les filles, gratuit et laïque. En 1882, pour les garçons et les filles, gratuit et laïque. Il y a beaucoup de pays au monde actuellement qui ne disposent pas de ça, et malheureusement, de plus en plus en France, l'enseignement primaire obligatoire pour garçons et filles n'est plus gratuit et de moins en moins laïque, puisque de plus en plus, maintenant, on va vers une France qui se communautarise. Et puis le 9 décembre 1905, c'est Aristide Briand qui fait voter la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui sont des très grands acquis de la République, qui fondent notre pacte républicain de nos jours. Être français, c'est refuser
le communautarisme. C'est considérer que nous sommes tous identiques, quelle que soit notre religion, notre sexe, notre couleur de peau, nos origines, nos convictions. Être français, c'est imposer la laïcité pour ne connaître que des citoyens libres et égaux. La France, c'est un principe d'émancipation. Bon. Alors vous avez toutes les déclarations d'intention du monde, de bonnes intentions du monde. Alors, la France, c'est refuser les communautarismes. Asselineau a été le plus invité, je crois, sur des radios communautaires. Beurre FM, Tropique FM, etc. Ce sont des radios communautaires, pour pas dire communautaristes. Ça ne le dérange pas. C'est pour faire sa promotion, on a le droit. Ensuite, la Troisième République, franchement. Défendre la Troisième République en 2019, il faut vraiment être, socialiste ou marxiste. Parce que, en plus, sur des notions de tolérance. Alors, la Troisième République, petit rappel, était raciste au dernier degré. Ça, je le rappelle bien dans mon livre. Vous ne le trouverez pas dans beaucoup de livres. Donc, elle était raciste, colonialiste, avec les envolées de Victor Hugo, etc., sur ces nègres qu'il faut... ou de Jules Ferry, ou jusqu'à Léon Blum. Donc là, vous avez la totale. Tout ça, c'est la Troisième République. Voilà. Et elle était totalitaire. Alors, il la présente comme égalitaire et antiraciste. Elle était raciste, totalitaire. Donc, c'est le contraire. Donc, Jules Ferry, Paul Bert et jusqu'à Léon Blum sont racistes. Donc, comme je viens de le rappeler, Paul Bert, j'ai rappelé ça récemment, ça n'a pas plu. Vous avez 13 collèges et 3 lycées Paul Bert en France, plus des dizaines de rues, voire même d'avenues, et de parcs et de machins, Paul Bert. Alors, ce gars-là était raciste au dernier degré, mais ça, c'est pas un problème, vous voyez. Vous avez des gens comme Vincent Cespedes, par exemple, qui préfèrent faire une pétition pour que Heidegger, ce nazi, ne soit plus obligatoirement enseigné en lycée. Mais les lycées Paul Bert, ça ne le dérange pas. Vous voyez, il n'a jamais fait de pétition pour dénoncer ces lycées ou ces collèges. Voilà. Donc, tous nos enfants, alors adolescents en tout cas, peuvent se rendre dans un lycée au nom d'un raciste, colonialiste, totalitaire. Super. Donc ça, Asselineau, ça lui passe évidemment. Pas un mot sur la franc-maçonnerie, qui s'est imposée à ce moment-là, vraiment sans partage. Tous ces gens-là, quasiment, étaient des francs-maçons. Je ne parle pas de la Ligue de l'enseignement, qui tenait l'éducation nationale et qui la tient encore en grande partie. Tous ces gens-là sont francs-maçons au dernier degré, Jean Massé, etc. J'avais fait une vidéo là-dessus, pour mon livre, le livre noir des francs-maçons. Alors que on subit encore jusqu'à ce jour leur racisme. Quand il parle de communautarisme, en fait, c'est une France hiérarchisée par race. Vous avez les blancs tout en bas et les minorités tout en haut. Les asiatiques au milieu, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc ça, voilà, ce racisme-là, ça ne dérange pas François Asselineau, pas plus que ça le dérangeait sous la Troisième République. Gratuit, encore un truc de marxiste. Rien n'est gratuit, Asselineau. C'est payé massivement par nos impôts, donc les taxes ont largement augmenté sous la Troisième République, pour financer justement cet endoctrinement totalitaire d'un État qui veut mettre la main sur les têtes blondes, comme on dit, dès leur plus jeune âge, là où on est le plus malléable. Voilà. Donc ça s'appelle le totalitarisme, chez moi. Et c'est ce qu'ont fait tous les dirigeants totalitaires dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, de Hitler à Mao, en passant, en imposant notamment la théorie de l'évolution, qui apparaît à ce moment-là aussi. Ça, il ne va pas en parler. Donc ça, je reviens là-dessus dans mon livre. Parce que ça, les livres d'histoire, c'est marrant, ça n'existe pas. Non, la Troisième République, c'était génial, c'était les hussards noirs de la République et tout ça. Bon. Non, il faut arrêter les bêtises. Donc, c'était l'antichristianisme qui dominait au dernier degré. Il fallait tuer toute idée de Dieu dans l'idée des jeunes qui perdaient souvent la foi. Et c'est comme ça qu'on a fini d'achever la France. Qui croyait encore un peu en Dieu, après même tous les massacres de protestants. Mais là, c'est pour ça que la France est ultra majoritairement athée aujourd'hui. En plus, il n'a pas parlé du tout des protestants qui ont alphabétisé bien plus que les catholiques quand ils existaient encore, quand on ne les avait pas massacrés, convertis de force ou fait fuir, voilà. Donc au XVIe siècle, je rappelle qu'en 1560, il y a 12,5% de la population qui est protestante, et toutes les études qui ont été faites sur cette époque-là, jusqu'au XVIIIe siècle, ont démontré que là où il y avait des protestants, le taux d'alphabétisation était bien plus élevé qu'en terre catholique. Non, ça n'intéresse pas M. Asselineau non plus. Asselineau est le fruit de l'oligarchie en place, donc c'est pas étonnant non plus qu'il dénonce...
enfin, qui fasse l'apologie de la Troisième République, hein, de ce système. Ensuite, je vais vous passer un extrait de 2h24-55. La France, c'est autre chose. Bien sûr que la France a commis des crimes avec la colonisation, c'est exact. Mais plutôt que d'insister encore et toujours sur ça, comme c'est désormais notre passe-temps national, du moins celui des médias, on pourrait aussi citer autre chose. On pourrait aussi citer le père Charles de Foucault. Voilà. Alors, le passe-temps des médias, la colonisation, certes, mais voyez comme il essaye de se faire passer pour un résistant, en fait, hein, parce que sur un sujet particulier, il ne serait pas d'accord avec les médias. Ouais. Et puis la sortie de l'Union Européenne, ça faut lui reconnaître aussi. Mais sur le reste, alors Charles de Foucault, on pourrait le citer, effectivement, mais il ne va pas le citer. Parce que Charles de Foucault disait quoi? Il disait, dans une lettre à Hervé Bazin, ou René Bazin, il faudrait vérifier, au tout début du XXe siècle, puisque lui, il était en Algérie, et donc il disait, si les Algériens ne sont pas convertis au christianisme, ils ne seront jamais français. Voilà ce qu'il disait, Charles de Foucault. Là. Mais vous croyez qu'Asselineau va oser le citer? Il dit on devrait citer, mais il ne le cite pas. Hein, il dit juste ce sont des gens ouverts, tolérants, etc. Ah bon? Oui, sauf que ce qu'il disait, ça ne correspond pas avec ce que tu racontes. Il était tolérant, mais il disait il faut les convertir. L'Église catholique a échoué là aussi, une fois de plus. Puis c'était surtout les francs-maçons marxistes, néo-marxistes, qui dominaient la colonisation. C'était pas les catholiques. Donc, évidemment, l'évangélisation n'était pas à l'ordre du jour. Puis si ça avait été les catholiques, ils les auraient convertis, mais de force, hein, comme ils avaient fait avec les protestants. Donc ça aurait été pire. Voilà. Donc, Asselineau, en plus, qui est un islamophile, voire, on ne peut pas dire un islamolâtre, mais c'est pas loin, il se permet de citer un anti-islam comme Charles de Foucault, hein, qui n'était pas pro-musulman. Non, il voulait les convertir, lui. Bon, il se donne ce luxe, voilà, de citer... Mais vous voyez, en disant que la moitié, il vous ment en fait. Il ment à tous ceux à qui il a fait cette conférence. Qui est Alors je recommande de la regarder, avec ce décryptage évidemment, parce que là vous avez vraiment une entreprise de manipulation de haut niveau. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'y sont fait avoir, puisque c'est grâce à cette conférence que des centaines de gens sont devenus membres de l'UPR. Alors, autre extrait, là on se rapproche de la période actuelle, donc on est bientôt à la fin. 2h26 et 20 secondes. Qu'ils ont fréquenté, que ce soit au Maghreb, en Afrique ou en Indochine. Et puis, être français, c'est également savoir, comme je l'ai dit Jaurès, que la patrie est le seul bien de ceux qui n'ont rien. Cette parole très forte de Jaurès, qui nous montre qu'être français, c'est vouloir l'égalité de tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur sexe, leurs conditions, leur religion, leurs convictions et leur origine. Voilà, donc toujours dans cette logorée là. C'est fatigant franchement. Alors Jaurès c'était antisémite, donc ça marche pas. Ensuite, c'était un socialiste. Et donc le socialiste en effet, son but c'est que l'État gère tout. Et François Asselineau est un socialiste de ce point de vue-là. C'est un oligarque, c'est un inspecteur général des finances qui sort du moule de l'oligarchie, donc il ne faut pas s'attendre à autre chose, et donc il défend Jaurès, sans blague. Comme aujourd'hui Marine Le Pen, vous avez Marine Le Pen qui défend Jaurès. Alors cette citation, moi je préfère une autre citation, alors vous allez me dire, ah, c'est un Américain, voilà, mais on s'en fiche, parce que ce qui compte c'est pas d'où il vient, mais c'est ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai, hein, c'est Kennedy qui disait, ce qu'on attend... Alors, je vais vous citer exactement, parce que je n'ai pas envie de changer sa citation. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Voilà quelque chose qui est beaucoup plus positif, qui est beaucoup plus patriote, qui est beaucoup plus productif. Alors que si vous dites la patrie, c'est tout ce qui reste à celui qui n'a rien, déjà c'est faux, et en plus ça ne vous incite pas à faire quoi que ce soit. Alors, c'est faux, pourquoi? Parce que on a toujours une famille, non? Même quand on n'a plus rien, il nous reste une famille. Donc, alors à moins qu'on parle des orphelins là qui ont perdu, non mais ça c'est marginal, c'est triste. Enfin c'est marginal. On va pas, c'est pas ce que voulait dire Jaurès, non. Ensuite, on a donc une famille, on a des racines, on a une langue, on a une culture, non? Bon, voilà, donc tout ça c'est n'importe quoi. Je comprends pas.
Donc le socialiste, lui, il veut gérer la personne du berceau à la tombe, de A à Z, il veut que ça soit un assisté qui suce la mamelle de l'État, qui en soit dépendant et qui se rebelle pas trop, etc. Donc voilà, c'est ça l'idéologie socialiste. C'est revenu universel de base pour tout le monde, financé par l'État. Moi je suis aussi pour un revenu universel de base, mais financé par l'activité économique, avec mon projet que j'ai déjà présenté ici. Donc ça n'a rien à voir. Mais là non, on doit tous payer pour que y ait plus de que les chômeurs n'en soient plus, mais que ce soit juste des gens qui vont écrire des poèmes toute la journée, voilà, ça va être génial. Ça c'est du délire. Et puis les gens qui n'ont rien, chez moi, qui suis protestant, ils ont quand même Dieu. Voilà. Et c'est ça que le pire qu'a oublié Asselineau, évidemment, et qu'un socialiste a oublié aussi, puisque socialiste c'est un athée au dernier degré. Donc voilà, Asselineau cite un socialiste, bon, on voit où on est, de toute façon. Asselineau ne croit pas en Dieu, et veut surtout pas que la France redevienne chrétienne. Alors ça, c'est le dernier de ses soucis. Il ne le souhaite pas. Lui, qu'on sorte de l'Union européenne, tout ira bien. Ah bon, qu'est-ce que ça changera concrètement des problèmes de la France? Ça changera peut-être à la marge, mais si vous avez une république souveraine islamique, par exemple, au hasard, c'est plus la France, donc voilà. Donc il faut des anticorps. Et ces anticorps, moi j'en connais que deux, sont les protestants et les juifs. Voilà. Et après vous avez, là je parle dans les grandes masses, quand vous voyez les États-Unis aujourd'hui, vous avez Trump, voilà, il n'est pas sorti de nulle part Trump, il est protestant. Kennedy, voilà, il avait beau être démocrate, donc de gauche, mais la gauche américaine, elle est à des années-lumière même de la droite française. Donc moi je préfère mille fois une gauche américaine comme Kennedy, à une droite française comme celle qu'on a aujourd'hui. Je parle même pas de l'extrême droite. Voilà. Mais Asselineau est français de ce point de vue-là, c'est-à-dire que il est dans la lignée de tous ces défaitistes-là qu'on a depuis. Et alors vous avez effectivement un catholique qui peut émerger de temps en temps, un papiste, là, comme De Gaulle, voilà, qui va sortir du lot. Bon. Mais c'est pas la masse. Si vous avez une masse de catholiques, là je parle de papistes depuis la Révolution, qu'est-ce que ça a changé pour la France? Ouais. Ils sont allés d'échec en échec. C'est pour ça que ça me fait rigoler. Tandis que les protestants, eux, sont allés de victoire en victoire. Et c'est pas étonnant qu'ils dominent le monde aujourd'hui, et depuis 3 siècles, les Américains. Ils ont mis 3 siècles, et avant ça, c'était les Anglais, globalement. Donc, grosso modo. Ensuite, donc on voit quand même la différence entre un pays comme les États-Unis, qui ont été marqués par la culture protestante, je ne sais même pas si Kennedy était protestant, mais peut-être qu'il l'était, à vérifier, et donc, vous voyez la différence ensuite de citation. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut vous apporter, mais ce que vous pouvez apporter pour votre pays. Voilà, ça c'est ce que j'appelle la vie. Et Jaurès, c'est la mort. C'est celui qui n'a rien, il a la patrie. Alors, ensuite, 2h43 et 55 secondes. Ah, ce cher Mitterrand. À cette époque-là également, eh bien, le maréchal Pétain remettait, on le voit sur cette photo historique, en avril 1943, la Francisque numéro 2202 à un jeune ambitieux qui avait les dents qui rayaient le parquet, qui s'appelait François Mitterrand. Et François Mitterrand, vous savez que la Francisque, pour obtenir cette décoration, elle ne tombait pas du ciel, il fallait la demander et se faire parrainer par 2 personnes. Et il fallait, avant de l'avoir reçue, signer une promesse, il y avait un formulaire, donc que François Mitterrand a dû remplir pour obtenir la promesse, pour obtenir la décoration. C'était un serment. Je fais don de ma personne au maréchal Pétain, comme il a fait don de la sienne à la France. Je m'engage à servir ses disciples et à rester fidèle à sa personne et à son œuvre. Monsieur Mitterrand est en effet resté fidèle à l'œuvre du maréchal Pétain, puisque c'est François Mitterrand qui a signé le traité de Maastricht. Voilà, la messe est dite, ouais, avec les grands silences lourds de sens de François Asselineau qui se prend pour je sais pas qui. Et 20 minutes après, il va faire l'éloge de qui? François Mitterrand. Donc c'est là où ça me fatigue en fait. Et je comprends même pas que tous ces gens à l'UPR
ne voient pas, donc je suis obligé de faire cette conférence, qui viennent m'expliquer là en commentaire que François Asselineau ne se contredit pas. Je vais vous passer après l'extrait où il fait l'apologie de François Mitterrand, vous allez voir. Alors, à 2h46 et 3 secondes. De la même façon qu'un des grands enseignements de l'histoire récente, c'est que qui est venu à l'aide de la France libre? Ce ne sont pas pour l'essentiel des hauts fonctionnaires, ce ne sont pas des présidents de société, ce ne sont pas des professeurs d'université, des académiciens, ce ne sont pas ces gens-là, c'est le peuple. Comme disait De Gaulle en France, seul le peuple est patriote, les élites ne le sont pas. Qui est venu au secours de la France libre? C'est le réseau Manouchian, dirigé par un Arménien, avec des Juifs, des Italiens, des communistes, des gens venus de toute l'Europe, des étrangers qui se sont battus pour que vive la France. Qui a été le premier grand haut fonctionnaire à rejoindre Charles de Gaulle dans la France libre? Félix Éboué, gouverneur du Tchad. Félix Éboué, qui était un noir, un Français descendant d'esclaves guyanais. C'est lui qui a sauvé l'honneur de la fonction publique française. Et puis qui est venu aussi au secours de Charles de Gaulle? Les pêcheurs de l'île de Sein, les plus pauvres parmi les pauvres, comme on dirait presque dans les évangiles. C'est-à-dire, en réalité, souvent des exclus, ou des gens d'origine étrangère, ou des gens qui n'avaient même pas la peau blanche. Comme on le disait encore une fois De Gaulle, et je l'ai déjà cité, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. S'il y a des Français qui sont morts pour la France, il y a aussi des étrangers qui sont morts pour la France, pour ce grand principe d'émancipation qu'a toujours été notre pays. Et il y a un élément qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que la France n'appartient pas seulement aux Français. La France est un principe d'émancipation dont tous les peuples du monde aiment à se prévaloir. Lorsque Dominique de Villepin a fait son discours inspiré en 2003 au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Irak, d'un seul coup, plus de 90% des peuples du monde se sont reconnus dans la parole de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, M. de Villepin, ensuite, a voté oui à la Constitution européenne, il l'a même négociée. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Voilà. Alors, je vous ai laissé l'extrait dans sa longueur, vraiment pour vous montrer le rigolo qui est Asselineau. Donc là, il vient de faire, je commence par la fin, l'apologie d'un collabo, qui reconnaît lui-même. Alors là, ça marche plus, le truc collabo résistant, si vous êtes proche de l'Union Européenne, vous n'êtes plus un collabo, alors. Dès lors que vous avez fait un discours à l'ONU. Bon. Première chose. Ensuite, il fait passer sans blague des étrangers avant les Français. Il dit il y avait des étrangers. Sa phrase, c'est « S'il y a des Français qui sont morts pour la France, il y a aussi des étrangers qui sont morts pour la France. » Ça veut dire, bon, oui, il y a des Français, mais il y a aussi des étrangers, vous voyez. Donc quasiment, syntaxiquement, on les met au même niveau, voire les étrangers un peu supérieurs. Alors que, donc il vous cite Félix Éboué, c'est très bien, mais les Polynésiens, alors je sais, ils ne sont pas blancs, mais ils étaient français, et ils le sont toujours d'ailleurs. Et bien eux, ils ont rejoint la France libre dès juillet 40. Là, je suis bien placé pour le savoir. Donc ça, c'est une fierté d'être en Polynésie d'ailleurs. Pas un mot de François Asselineau, non. Alors lui, il a 2 propriétés ici en plus, hein, parce qu'il n'est pas fou. Il n'a pas investi dans l'immobilier en France, il sait très bien ce qui va arriver. Mais ici, il sait très bien ce qui va arriver aussi, puisqu'il ne va rien arriver, et donc il a investi ici. Voilà. Suivez l'argent pour savoir où les choses vont aller, ce que pense réellement le gars. Mais là, comme il est dans une stratégie de recrutement en France, il va vous faire l'apologie des étrangers. Hein. C'est même pas caché, là. Et pas un mot donc sur les Polynésiens qui étaient français, pas un mot sur les membres de l'Action française qui se sont sacrifiés le 11 novembre 40 en manifestant, alors c'était un peu du suicide, mais j'estime que c'est glorieux de manifester courageusement le 11 novembre 40 dans un Paris occupé par les nazis pour fêter le 11 novembre. Ils se sont fait tirer dessus comme des lapins, donc bon. Pas un mot, non, apparemment cet acte courageux ne mérite pas le respect de François Asselineau. Pas un mot sur les Juifs, alors si Manouchian, bon, un peu. Pas un mot sur Jean Moulin, en tout cas il l'avait cité par rapport à Vercingétorix, donc on va passer ça. Et donc apologie de Dominique de Villepin, un collabo. Dominique de Villepin, hein, qui était avec Chirac, donc les plus européistes, Chirac qui a retourné sa veste en 60... Donc comment
Je comprends pas, ça me dépasse. Mais bon, apparemment, les membres de l'UPR, ils gobent tout ça, ils avalent. Ah oui, encore des couleuvres. Ah, donne-moi, ah, je sais pas. Alors, 2h55 et 07 secondes. Ainsi donc, on peut mesurer cette étonnante pulsation de l'histoire de France. L'histoire se répète, encore et encore et encore. Rappelez-vous comment elle a commencé avec l'héraldique céleste, qui avait été choisie par les successeurs du Capet pour faire pièce à Othon Ier. Le drapeau bleu aux fleurs de lys d'or, ou blanc aux fleurs de lys d'or, ça dépend de quoi on parle. Enfin, symbole de la monarchie française. Vous vous rappelez? Ensuite, voilà, bleu ou blanc. Et puis, la Révolution française, avec l'apparition de la souveraineté nationale, la disparition de tous les symboles d'or, et puis le bleu, le blanc et le rouge, qui sont le symbole du peuple français, qui essaye de mettre la main sur la souveraineté. Et... Donc c'est faux, il ment. Donc là, oui, comme je vous l'avais dit au début, il va dire le contraire de ce qu'il avait dit, comme quoi la fleur de lys apparaît, c'est la souveraineté de la France, ce qui était vrai. Là, il dit le contraire, il dit la fleur de lys disparaît, c'est la souveraineté de la France. Mais comment est-ce qu'on peut être aussi bête, excusez-moi, que de gober tout ça? Je ne m'adresse pas à Asselineau, lui, il a son âge, et puis il a suffisamment d'argent, et il a bien réussi. Mais tous ceux qui le suivent, là, vous n'avez pas réalisé qu'il vous mentait sur une seule conférence? Vous vous rendez compte le nombre de mensonges qu'il vous dit, et qui se contredit à ce point-là? C'est incroyable. Donc, l'héraldique céleste des Capétiens luttait contre l'Empire et incarnait la souveraineté nationale. Tout ça pour alors, il fait tout ça pour démontrer que l'UE, c'est le mal. L'UE, vous avez vu, il y a des étoiles d'or, alors c'est le mal. Alors, il essaye de calquer ça, mais ça marche pas. Lui-même se contredit en essayant de le démontrer. En plus, il n'a pas besoin de ces démonstrations fausses et foireuses là pour le démontrer. Il n'a pas besoin de ça. Il a juste à parler de l'Union européenne. Et on voit bien que c'est la collaboration. Et donc, selon Asselineau, il y avait la souveraineté du peuple pendant la terreur. Super. Donc il faut revenir à ça. Ça n'a aucun sens. Mais pas sous le Second Empire, non. Là, tout allait bien, mais il n'y avait pas la souveraineté française. Parce qu'il y avait pas les étoiles, mais les fleurs de lys. Alors, on arrive à la fin, 3h58 secondes. Et qui se laisse vassaliser par un empire étranger. Quel empire? Oh, bah c'est pas très compliqué. Ouais. Cherchez l'aigle. Vous savez, c'est comme dans les crimes. On dit chercher la femme, ou chercher le... Là, quel empire? Cherchez l'aigle. On a eu l'aigle de l'Empire romain, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire byzantin, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Saint-Empire romain germanique, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire napoléonien, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Deuxième Reich bismarckien, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Troisième Reich hitlérien, qui a voulu unifier l'Europe. Et puis tous ces empires, tous, se sont désintégrés, et on voit apparaître un nouvel aigle, l'aigle du nouvel empire qui veut nous dominer, c'est l'empire américano-atlantiste. Ah, lui, c'est pas l'empire américano-sioniste, c'est l'empire américano-atlantiste. Ah, formidable. François Asselineau. Alors, déjà, franchement, tous ces aigles-là, c'est la même chose, hein, vous êtes d'accord? L'Empire byzantin, c'est le Troisième Reich nazi, hein, c'est évident. Franchement. Alors, déjà, les USA, c'est pas en Europe. Ça a peut-être échappé à François Asselineau, qui est peut-être pas aussi bon en géographie qu'en histoire. Bon, tous les autres aigles qui montent là sont des aigles en Europe. Bon, alors comment est-ce qu'on peut... Ensuite, les USA, c'est un empire tellement méchant qu'ils nous ont donné l'arme principale, comme je le disais, pour notre souveraineté. Ça s'appelle Internet. Et sans Internet, Asselineau n'existerait pas. En plus, les USA, c'est Trump aujourd'hui. Et Trump, il a soutenu le Brexit ou pas? Bah oui. Alors, c'est marrant, ça marche pas. Mais vous vous rendez compte qu'Asselineau, dans des vidéos, va dire que ce que fait Trump, c'est très bien. Bon. Il ne voit pas la contradiction avec son... Parce que lui, pour lui, l'Amérique, c'est l'Amérique. Oui, c'est l'essentialisation, l'Amérique. Entre Obama et Trump, franchement, quel est le rapport?
j'en vois pas. Il y a autant de différences entre Obama et Trump qu'entre Asselineau et moi. Donc, mais ça, non, ça n'intéresse pas François Asselineau. On ne peut pas réduire l'Amérique à, je sais pas moi, Delano Roosevelt. Je vous ai passé tout ce qui reprochait à Delano Roosevelt pendant la guerre d'avoir fait alliance avec Pétain plutôt qu'avec De Gaulle, etc. Mais oui, c'était un socialiste comme Pétain, c'était un républicain Pétain. Et donc, De Gaulle, qui était Action française à l'époque, ça l'intéressait pas. Voilà. C'était si dur à comprendre que ça, qu'il y avait une alliance déjà idéologique à la base, et qui après, stratégiquement, c'est vrai que De Gaulle ne représentait rien, quand Pétain incarnait la France à l'époque. Et donc, bon, moi, je suis pas sur la ligne de Roosevelt, parce que je pense qu'il s'est toujours trompé, cet homme, sur à peu près tout, y compris le New Deal, où il a plongé les États-Unis dans la récession au lieu de les relever. Ça a duré bien plus longtemps que ça aurait dû, avec cette politique d'assistanat, la keynésienne à la con. Mais c'est pas grave, tous les gauchistes défendent le New Deal. Hein. Ils voudraient qu'on fasse un New Deal en France, évidemment, comme si on ne le faisait pas depuis 50 ans et que ça échoue. Bref, écoutez Michel Onfray, vous allez voir. Donc, le gouvernement mondial, ce qu'on appelle l'Empire, c'est pas les États-Unis aujourd'hui, c'est l'ONU, il y a l'Empire musulman, l'Empire islamique, là, qui veut se reconstituer sous la forme d'un califat, et puis vous avez l'Empire socialiste, donc l'international, voilà, ça porte bien son nom, qui est aujourd'hui l'Union européenne, justement, et un peu plus haut, l'ONU, où je sais pas, vous trouvez différentes alliances, mais l'Union européenne, c'est ce qu'il y a de plus structuré aujourd'hui en termes de gouvernement mondial, qui est un gouvernement régional d'un gouvernement mondial, dont la quintessence, c'est plus à l'ONU. Voilà. Et tous ces gens-là sont des hauts fonctionnaires comme François Asselineau, socialistes comme François Asselineau, et en fait, ils se trompent, évidemment. C'est là où j'aimerais que des yeux un peu s'ouvrent sur le projet de François Asselineau. Et d'ailleurs, ça vient pas de moi, cette comparaison entre l'Union européenne et même l'URSS, ça vient d'anciens... Parce qu'on dit, ouais, l'Union européenne est ultra-libérale, hein, ça c'est Michel Onfray encore, et François Asselineau. Il n'y a pas plus de régulation que dans l'Union européenne. Et la PAC, voilà, vous allez me dire que c'est ultra-libéral. C'est des impôts avec des hauts fonctionnaires et des technocrates partout, mais c'est ultra-libéral. Ah bon, j'ai pas dû comprendre ce que c'était l'ultralibéralisme. J'ai pas dû comprendre en fait que c'était la réduction de l'État au maximum, l'ultralibéralisme. Voire pas d'État du tout. Mais là, on vous rajoute un super État, et c'est ultra-libéral. Ah bon. Franchement, c'est tellement bête, c'est tellement contraire aux faits que... Et donc, celui qui a comparé l'Union européenne à l'UERSS, à l'URSS, donc qui en a parlé comme de l'UERSS, c'est Vladimir Boukowski, c'est pas moi. C'est donc un ancien dissident de l'URSS. Donc, mais en France, non, on ne comprend pas ce que les Anglais ont très bien compris, avec Nigel Farage, qui est le leader du Brexit. Voilà. Lui, il parle de l'Union européenne comme d'un truc totalitaire, marxiste et tout ce que vous voulez, parce que lui-même est libéral, voilà. Donc c'est marrant. Les protestants libéraux, que ce soit dans la Scandinavie, ils ne sont pas du tout socialistes en Scandinavie, encore une idée reçue des socialistes français. Les Scandinaves, donc protestants, l'Angleterre protestante libérale, et les États-Unis, donc avec Trump qui est libéral, tout ça c'est contre l'Union européenne. Voilà. Donc il faut réfléchir un peu. Mais non, je sais pas. Alors, dernier extrait, 3h08 et 50 secondes. Alors tout ce que je dis là, finalement, n'est pas d'une grande révélation, puisque M. Mitterrand, qui a été 14 années à la tête de la France, qui a été président de la République, quelques semaines avant de mourir, a livré son testament politique. Ouais, il termine en beauté, là. Apologie de Mitterrand. Allez, c'est parti. À Georges-Marc Benamou, dans un livre qui s'appelle Le Dernier Mitterrand, paru chez Plomb en 1997. Et voilà ce que dit le président de la République qui venait de quitter ses fonctions. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ça n'est pas François Asselineau qui dit ça, c'est François Mitterrand. C'est quelqu'un qui a été 14 ans à la tête de l'Élysée, qui avait le code nucléaire.
Voilà, donc c'était... Ah. Est-ce que j'ai besoin de commenter? Il y a 20 minutes, il vous fait... Mitterrand, c'est le diable, hein, la Francisque, il a dû signer, vous avez vu. Et là, Mitterrand dit que, donc c'est vrai. Mais en fait, c'est parce que là, les fils se touchent d'Asselineau, et il ne se rend même pas compte qu'à 20 minutes d'écart, il vient de dire le tout et son contraire sur la même personne, qui prend une fois en exemple, une fois en contre-exemple. Et donc, Mitterrand, oui, était anti-américain primaire, comme François Asselineau, oui. Et c'était un collabo, comme François Asselineau. Simplement, Asselineau n'est pas collabo de l'Union européenne, encore que, regardez ma vidéo en 2 parties sur lui, vous allez voir qu'il a trempé quand même là-dedans. Mais il est surtout collabo de l'oligarchie, voilà, dont il partage 90% de l'idéologie, à part, effectivement, sur l'Union européenne. Mais il n'y a pas que ça, François Asselineau. C'est pour ça que je suis parti de ton parti qui est basé sur ton idéologie, d'oligarque, hein, que tu as du mal quand même à cacher, là, à la fin. Donc, être anti-américain aujourd'hui, c'est être comme Soral, comme tous ces gens-là, du côté de la collaboration, et ne pas reconnaître que ce pays est notre allié naturel depuis des siècles, que beaucoup d'ailleurs, on lui doit beaucoup, à commencer par Internet, mais il est venu nous sauver 2 fois dans les 2 guerres mondiales. Alors, tout ne dépendait pas de lui, je sais, mais quand même, ça a joué, ça a compté. Et je sais aussi qu'il a essayé de nous imposer un gouvernement provisoire avec l'AMGOT, oui, je sais, mais c'était à nous de nous défendre aussi, et De Gaulle l'a très bien fait, voilà. Donc les intérêts de puissance des États-Unis, c'est un pays, oui, qui est puissant et qui a des intérêts de puissance. Ah, quelle découverte! Mais de là à déduire que c'est l'ennemi absolu qui veut nous imposer je ne sais pas quoi, c'est faux. Il nous a donné la principale arme de notre souveraineté, rien que ça, c'est terminé, il n'y a plus de débat. Asselineau, tu peux rentrer chez toi. Sans Internet, tu n'es plus personne, tu n'es plus rien, ton parti s'effondre demain, il n'aurait jamais été créé. Ok? Moi, quand je te disais Internet, tu me disais « Oh non, non ». Bon, il faut arrêter. On a aidé les États-Unis à leur création, ils nous ont aidés par la suite. Tu le dis toi-même d'ailleurs dans ta conférence, il a soutenu Kennedy contre Khrouchtchev lors de la crise des missiles de Cuba. Voilà, c'est un allié stratégique. Et donc, il faut arrêter de taper dessus matin, midi et soir et relayer des collabos comme Mitterrand, collabos de Vichy hier, collabos de l'Union européenne aujourd'hui, enfin, par la suite. Et il cite positivement un collabo de l'Union européenne comme Villepin, comme voilà. Qu'est-ce que... Donc voilà, je finis là-dessus, mais j'espère que vous avez bien compris que la France est mal barrée avec des gens comme ça qui se prétendent être la dissidence ou la résistance ou je sais pas quoi. Non, c'est foutu. Oui, il faut garder l'idée de la sortie de l'Union européenne, de l'OTAN, oui, et de l'euro, mais le reste est à jeter à la poubelle, globalement, de ce que dit François Asselineau, quasiment. Et là, je vous ai montré l'entreprise de manipulation quand même que représentent ces conférences. Je ne vais pas me pencher sur toutes ces conférences, mais là, c'était intéressant. Alors, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, déjà, et donner pas des fake news, justement, mais des vraies informations sur le passé, pour mieux connaître l'avenir, lisez l'histoire chrétienne de la France, mon dernier livre en date. Comme ça, vous me soutiendrez, et vous partirez sur de bonnes bases. Parce qu'avec Asselineau, là, même les membres du parti d'Asselineau, il faut que vous désappreniez beaucoup de mensonges qu'il vous a mis dans la tête. Voilà, merci pour votre attention, surtout si vous avez regardé jusqu'au bout. Vive le Christ Sauveur et vive la France. Au revoir.